tôt, j'ai vite pris conscience que c'était important que je maîtrise le game de l'argent parce que j'ai toujours voulu être riche. Quand je m'assois aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais pas peur, j'allais être multimilliardaire. Il faut laisser de côté l'idée que quelqu'un va venir nous sauver. C'est ça. Et de prendre en main le peu que je peux faire, même si c'est 1 centime, même si c'est 1 franc, comme tu le dis, ça peut faire toute la différence. Si tu crois au pouvoir des petits montants, tu peux arriver à te constituer un patrimoine. Quand tu es de cette génération, ton premier bien, il vaudra mieux l'acheter pour mettre en location que d'acheter pour habiter. Tu sais, on prend l'image de quelqu'un à un instant T Oui. et on se compare. Plus de 70% des millionnaires dans le monde, ça c'est une stat de Forbes, ont une grosse partie de leur patrimoine qui est issue de l'immobilier. La gestion de l'argent, ça vient avec maîtriser ses émotions. La discipline. Voilà. Mais tu as la maîtrise de tes émotions. Absolument. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui font à chaque fois le culte de « faut profiter maintenant parce qu'on n'a qu'une vie » ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Immobilier d'Afrique, votre podcast dédié au secteur de l'immobilier sur notre cher continent africain. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de recevoir une invitée qui m'a vraiment beaucoup appris, qui m'a beaucoup inspiré également. C'est Laetitia Ncho Traoré, qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous allons donc faire un épisode très sympathique. Vous la connaissez déjà par rapport à tout ce qu'elle nous propose comme contenu instructif sur la gestion de ses finances, la gestion de son portefeuille, la gestion de son épargne et plein d'autres sujets. Et aujourd'hui, on va essayer de creuser ensemble les croisements entre la gestion de son budget et l'immobilier. Sans plus attendre, Laetitia, bonjour, comment tu vas ? Hello Marc, je vais très très bien. Et toi ? Ça va super. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Un grand merci et merci à Kaï aussi d'avoir fait l'introduction pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Donc, commençons par le commencement. Pour les quelques-uns qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes ? D'accord. Alors, je suis Laetitia Ncho Traoré. Je me définis comme une serial entrepreneur dans les domaines de l'agro-industrie, la communication, la conciergerie de luxe, le conseil et l'immobilier. Voilà. Et puis à côté de ça, comme on le sait, je suis une amoureuse des finances personnelles et j'essaie en tout cas d'aider et d'apprendre aux gens à épargner, investir, protéger son patrimoine et transmettre. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai eu le plaisir de regarder plusieurs de tes épisodes du podcast, donc bravo, franchement, du très bon contenu. Et on aura en fil conducteur l'occasion d'en parler ensemble. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de ton aventure de créatrice de podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé à le créer ? Et derrière, comment est-ce que tu peux expliquer ton impact que tu as eu sur des personnes qui t'ont fait des retours ou qui t'ont ensuite témoigné des retours d'expérience ? Écoute, je crois qu'en réalité, j'ai créé une espèce d'univers autour du cash. Donc, il a commencé officiellement avec la mise en place du premier salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine qui se tient donc en Côte d'Ivoire en présentiel et en ligne sur les réseaux sociaux depuis 2018. À la suite de ça, on s'est dit, on recevait des messages de personnes disant oui, mais il faut attendre à chaque fois 1 an entre 2 éditions pour venir parler d'épargne. Donc, on a créé ensuite les apéros cash. Donc, les masterclass qui parlent cash de cash et de la culture du cash. Donc, comme j'ai toujours dit que moi, j'aime le cash, que j'assume le cash, sauf que le cash me sert et que je ne sers pas l'argent, il est important de poursuivre l'aventure, tu vois, et se dire comment est-ce qu'on arrive à vulgariser l'information. Et c'est comme ça, en fait, que, bon, naturellement, dans cet univers-là, on a eu d'abord le livret cash. Donc, la première édition qui est un guide pour épargner et investir sur les marchés financiers dans l'UEMOA. Ensuite, donc on a fait l'apéro cash, on a fait le livret cash. Ensuite, j'ai lancé le podcast, tu vois, qui était tout naturel finalement, donc en coproduction avec Kaï d'ailleurs. Et son équipe de la Factory, comme on dit, de Totem. À côté de ça également, j'ai une fondation, si tu veux, qui accompagne, on va dire, les femmes africaines dans leur développement, mais laissons ce côté-là, qui fait surtout de l'éducation financière pour tous. Donc, on a lancé, par exemple, nous, la caravane du cash, on a lancé Cash Academy, donc on donne des cours d'éducation financière dans les écoles. Et d'ailleurs, je te donne une autre primeur d'information, je viens de lancer une BD. Wow. Tu vois, une bande dessinée qui s'appelle Slimane et Marie. Et le premier tome, c'est Slimane et Marie découvrent l'argent.
Tu vois, toujours pour apprendre aux gens à épargner, mais cette fois-ci, en commençant beaucoup plus tôt. Voilà. Excellent. Alors là, il y a vraiment beaucoup à redire. Donc, je ne vais pas pouvoir rebondir sur tout, même si j'aimerais. Mais je constate dans ton propos une volonté de servir, de contribuer et d'apporter ton aide. Est-ce que tu peux nous trouver dans ton histoire quel a été le point où tu t'es dit « Je veux impacter la génération, mon écosystème et leur donner cet apport sur la gestion de leur cash, de leur rentabilité et de leur gestion du mindset financier ». En vrai, tu vois, je trouve que ce serait prétentieux de dire que je me suis levée en me disant je veux avoir de l'impact. Moi, je suis clairement, tu sais, aux antipodes de ce genre de choses. Je vais dire la vérité, mais comme je dis, moi, tu sais, je me mets pas en modèle de qui que ce soit. Ça n'a jamais été mon objectif de vie, être le modèle. Enfin, non. Par contre, dans mon histoire, c'est que moi, je suis fille de famille modeste. J'ai perdu mon père tôt, donc j'avais 16 ans et demi quand j'ai perdu mon papa. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes études à l'étranger, c'est vrai, mais de les financer moi-même. Donc, très tôt, j'ai vite pris conscience que c'était important que je maîtrise le game de l'argent parce que j'ai toujours voulu être riche. Et je me suis dit, bon, OK, fille de maman, ma mère était professeure à l'époque, après elle a été censeur, après inspecteur de l'enseignement général primaire et préscolaire, mais tu n'es pas né avec une petite cuillère dans la bouche. D'accord, il y a dans mon parcours, OK, il y a eu le parcours Miss Côte d'Ivoire. Mais comme j'aime bien le rappeler, comme c'est pas un métier, c'est pas ça qui te rapporte de l'argent. Donc, je suis allée faire mes études, tu vois, d'expertise comptabilité. Je suis allée faire mon master en sciences politiques. Bien. Mais tout ça là, ça te donne pas encore l'argent comme il faut, auquel tu rêves. Donc, la seule façon que j'avais de me dire, OK, déjà moi, en tant qu'enfant de famille modeste, comment est-ce que je ne me perds pas sur le parcours en France. Donc, c'est comme ça que très tôt, déjà en 2000, c'est vrai que je suis plus très jeune, en 2000, j'avais 4 comptes. J'avais un compte courant et 3 comptes d'épargne. J'avais un compte, par exemple, tu sais, où, parce que j'ai une maison, j'avais gagné une maison à l'époque, je te parle à 18 ans, qu'on avait mise en location. Donc, ma mère m'envoyait les loyers. Je travaillais à côté pour payer mes études. Donc, l'argent de mon école était sécurisé sur un compte. L'argent de mes charges était sur un compte. L'argent de ce que je pouvais m'autoriser comme plaisir était sur un compte. Et mon épargne était sur un autre en me disant, mais et si demain ma maison n'est pas louée, comment je fais ? Et si demain je trouve pas de travail, mais comme Dieu a beaucoup d'humour, sur le parcours, tu sais, quand t'es étudiant étranger, on te dit t'as pas le droit de travailler, c'était 20 heures à l'époque. Et moi, à Angers, sur ma carte de séjour, ils avaient pas mis ça. Donc, je pouvais travailler 35 heures en partant à l'école, tu vois. Donc, bref, c'est ça dans mon parcours qui m'a fait me dire, je dois absolument maîtriser le game de l'argent. Il faut que je maîtrise le game de l'argent parce que je veux être riche, tu vois. Et, sauf que, comme j'aime bien dire, de la même façon que j'aime donner les conseils aux gens, c'est comme ça que j'étais très frileuse au début. Parce que je voulais pas perdre. Donc, mon profil de risque était très prudent. Mais quand je m'assois aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais pas peur, j'allais être multimilliardaire. Donc, si tu veux, c'est dans cet élan-là que tu te dis, petit à petit, même avec mes copines, je disais, bon, on sort, un jour je paye, 2 jours je paye, une 3e fois je paye pas. Parce que je veux t'apprendre justement à économiser aussi, épargner, pour qu'on soit au même niveau là, parce qu'il est hors de question, parce que mon petit argent que je suis en train de gagner, il est hors de question que je le partage avec toi et que je fasse comme on dit chez nous, le yé-vivé ou aujourd'hui, le nouveau terme, c'est le PA, tu sais, que je fasse la fête comme une folle, tu vois, juste parce que je ne sais pas gérer mon argent. Bien sûr. Donc, petit à petit, j'ai commencé, si tu veux, à aider un peu mon entourage, mes amis. Et quand tu dis aider, c'est financièrement ou dans le mindset ? Ah, dans le mindset, dans le mindset, financièrement, comment ? mais en même temps, oui, ça peut arriver, tu vois. Bien sûr. Voilà, mais c'est pas le sujet. Mon point, c'était qu'il faut vraiment oui. qu'on y arrive. Et en le faisant, je me suis dit, mais si quelqu'un m'avait tenu la main, en fait, à l'époque, et m'avait montré tout ce que je sais aujourd'hui, honnêtement, j'aurais été multimilliardaire. Et donc, ça fait que, avec le salon de l'épargne, j'ai commencé, et puis il y a eu le besoin, finalement, de dire aux gens, en fait, là, t'as pas besoin il n'y a pas besoin d'être fille t'as pas besoin d'être multimilliardaire. Si tu crois au pouvoir des petits montants, tu peux arriver à te constituer un patrimoine. Magnifique. Voilà.
Et tu sais, tu as dit à un moment donné que tu viens d'une famille modeste. Moi aussi, parce que mes deux parents sont originaires d'Haïti, ils sont arrivés en France. Et vraiment, mon père était peintre en bâtiment, ma mère était femme de ménage. Et avec ce mindset de venir d'une famille modeste, ben, parfois, il peut naître des dérives ou des biais. Parfois, un biais de compensation. Ou comme j'ai pas beaucoup, il faut que j'ai des signes extérieurs de richesse le plus vite possible pour montrer que j'ai, entre guillemets. Ou parfois, c'est un syndrome de l'impossible. Je ne pourrais pas faire mieux que mes parents, je serais dans la galère pour toujours. Donc, il y a quand même une manière de vaincre ces biais psychologiques. Et toi, tu sembles les avoir vaincus très tôt et tu sembles avoir été en guerre avec ces syndromes psychologiques. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ton mindset est structuré à cet âge-là? Parce que ça pourra aider ceux qui nous écoutent et qui ont encore peut-être cette barrière-là. Comment toi, tu t'es structuré dans le mindset? Écoute, moi, je crois que ça part de mon histoire, hein, parce que ma mère, elle aime bien raconter... que très jeune, elle faisait le système des enveloppes que nos mamans font. Donc, elle a son salaire à la fin du mois, puis elle fait les enveloppes, loyer, électricité, l'eau, la popote, tout ce que tu veux. Et que je suis déjà allée, à 5 ans, tu vois, dans sa chambre, la voir en train de pleurer. Parce que moi, mon père, très tôt, a perdu son travail. Donc, mon père était au chômage, si tu veux, avant de mourir. Et que je la voyais, je la regardais en lui disant, tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Mais tu sais, un jour, ça va aller, en fait. Donc, je crois qu'en réalité, j'ai peut-être toujours eu en moi un petit peu ce côté de me dire, mais en fait, on peut y arriver. Après, il y a des valeurs qu'on m'a transmises, comme la valeur travail, en laquelle je crois fortement. Donc, je me suis toujours dit, moi, que l'argent n'est pas une barrière, tu vois, et qu'à force de travail, c'est sûr que je vais y arriver. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on en voit, hein, il y a des gens qui travaillent, tu peux travailler 100 ans et puis c'est pas pour ça que tu vas y arriver. Mais il y a un mot depuis toujours qui a toujours été la discipline. Comment est-ce que tu t'imposes cette discipline vis-à-vis de l'argent qui fait que tu te dis, attention, ne t'oublie pas. Ça ne veut pas dire que sur le parcours, j'ai pas fait n'importe quoi. Moi, j'aime bien rappeler, je crois que je l'avais dit à Kayi Moulay, que j'ai eu un gourmet amical avec des copines entre les tu as dit que, et ainsi de suite. Et je me suis levée genre, tu sais, je suis trop malheureuse. Je suis allée dépenser de l'argent sans faire de pub, tu sais, genre à l'époque, Pimki, Promo et tout. Quand après, j'ai commencé à manger, tu sais, les pâtes avec les sardines ou les pâtes au ketchup, j'ai compris que ma chérie Coco, ce que tu n'as pas là, tu vas pas venir dépenser. Goumin ou pas goumin, faut te structurer. C'est ça. Donc, naturellement, tu vois, j'ai commencé après. Je dis toujours aussi que je serais une menteuse de venir dire oui, mais tu sais, moi, j'ai toujours été très réglo sur l'argent. Je viens de donner un exemple, mais il y en a eu d'autres. Parce que je rappelle toujours que chacun a un prix. Il y a un prix qui te fait switcher, comme les footballeurs. C'est parce que tu as peut-être un peu de discipline en toi que tu te reprends sur le parcours. Mais quand tu commences à travailler ou à créer ta boîte, tu as 24 ans, tu as des premiers contrats à plusieurs milliers d'euros à 6 chiffres, excuse-moi, ça te chiffre d'abord. Tu fais une fois, 2 fois n'importe quoi avant de te rappeler que, en fait, don't forget, tu es une fille de famille modeste, ton derrière n'est pas soudé, il n'y a pas papa et maman qui vont venir te donner quoi que ce soit. Déjà, le père, il était déjà mort. Mais c'est pas ta maman qui va venir te dire, écoute, oh ma fille, ça va, tiens 5 millions, tiens 6 millions. Donc, tu te reprends très vite et tu essaies de ne pas t'oublier. Magnifique. Et en tout cas, dans ton propos, j'aimerais vraiment extraire la valeur travail et la valeur de la responsabilité individuelle. C'est ça. Parce que parfois, je reçois des commentaires ou des messages de gens qui disent « Comment est-ce qu'on pourra m'aider ? Comment est-ce qu'on pourra me donner ? Comment est-ce qu'on pourra me financer ?» C'est ça. En fait, il faut laisser de côté l'idée que quelqu'un va venir nous sauver. C'est ça. Et de prendre en main le peu que je peux faire, même si c'est 1 centime, même si c'est 1 franc, comme tu le dis, ça peut faire toute la différence. Pour voir des petits montants. Et il y a une petite anecdote que je voulais te partager qui peut vraiment illustrer que l'argent, posséder de l'argent, n'est pas le facteur le plus déterminant dans la réussite. C'est clair. Parce qu'admettons que tu donnes à 2 personnes, un, tu lui donnes une somme de 10 millions de francs CFA, et l'autre, tu lui donnes une somme de 100 millions de francs CFA. Celui à qui tu as donné 100 millions de francs CFA, si son esprit n'est pas adapté à posséder 100 millions de francs CFA, qu'est-ce qu'il fera? Une voiture tout de suite, à peut-être 35 millions. Exactement. Plusieurs voyages, 10, aussi, 20, 15 millions tout de suite. Business, immédiatement. Des vêtements, tout de suite. Ouais. Ensuite, faire plaisir aux amis. Des électroménagers. Ensuite, beaucoup de sorties. Et de ces 100 millions, au bout de 3-4 mois, il restera peut-être 3, 4, 5 millions. Parce qu'en fait, la personne a dépensé jusqu'à ce qu'elle arrive à un stade de satisfaction. C'est ça. Et puis, tu as l'autre personne à qui tu as donné peut-être 10 millions,
Elle se dit, avec mes 10, je vais en prendre 5, je vais peut-être les placer. Je vais en prendre 5, je vais parler à un banquier, je vais essayer de lever de la dette. Et lui, on le retrouve dans 2 ans. Et lui, il a un patrimoine de peut-être 50, 60, 70 millions. C'est ça. Donc, c'est pas tellement la somme qu'on a donnée au départ, mais c'est ton coefficient, toi, de capacité à créer de la valeur. Et c'est grâce, toi, à tous les conseils que tu donnes, tous les réflexes que tu donnes. Est-ce que toi, tu as observé que, en fait, tu es d'accord avec ça, que l'argent n'est pas le plus grand déterminant, c'est ta capacité à le valoriser et à le créer? Évidemment, parce que tu sais qu'il y a des études qui montrent, je crois qu'on en parlait il n'y a pas longtemps, qui montrent que les plus grands gagnants au loto, je crois qu'en tout cas c'est plus de 50%, j'avais vu, perdent leur argent au bout de, si c'est 3 ans, j'ai plus les valeurs, tu sais, des chiffres. J'avais vu ces stats. Mais en tout cas, les stats sont alarmantes. Quand on te donne de l'argent auquel tu n'es pas préparé, tu as tendance à faire n'importe quoi. Oui. Mais là, on est en train d'aller même dans des extrêmes en se disant, oui, ok, je donne de l'argent à quelqu'un peut-être qui a gagné au loto, enfin, qui a quelqu'un qui a gagné au loto, qui a de l'argent. Non. Imaginons toi-même, comme tu viens de le dire, tu gagnes beaucoup d'argent. Oui. Ou alors, souvent, tu sais, quand tu n'as pas d'argent, tu fais des projets. Tu dis, ah, si j'ai de l'argent, je vais acheter tant, je vais acheter tant, je vais acheter tant, je vais acheter tant. Dès qu'on te donne de l'argent, tu oublies que tu devais acheter ça. Tu commences à te dire, non, mais en fait, il y a un truc là que je voulais. Non, mais en fait, il y a telle chose que je voulais. Non, mais tu vois, parce que tu n'es pas préparé. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que l'argent, la gestion de l'argent, ça vient avec maîtriser ses émotions. La discipline, voilà. Mais tu as la maîtrise de tes émotions. Absolument. Parce que l'argent peut te rendre fou. Et comme je dis, chacun a un prix. Oui. Ça peut te rendre fou au début. L'essentiel, c'est que tu arrives à te rattraper. Complètement d'accord. Donc, Et dernier point sur le mindset, après on va switcher sur l'immobilier, parce que je pense que le mindset, c'est important. Bien sûr. Les gens sous-estiment à quel point ton conditionnement mental et comment tu structures ta pensée, que ce soit pour ta carrière, pour la gestion de ton argent, la gestion de ton immobilier, ça fera beaucoup plus de différence que si quelqu'un te donnait de l'argent. Et pour aller dans ce dernier point, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, moi, qui me disaient, quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, Marc, arrête de trop travailler. Arrête de te priver. Tu sors pas, tu bois pas, tu t'amuses pas, tu fais que de mettre de côté. Ça sert à rien. Arrête. Vis parce que tu le regretteras plus tard. Et en fait, moi, je sais qu'il y a certaines personnes encore aujourd'hui qui pensent à cette idée qu'il faut profiter un maximum maintenant. Et ceux qui ont de l'argent, de toute façon, c'est ceux qui ont de la chance. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce que je sais que dans ton podcast, tu parles souvent de la discipline, épargner, commencer petit, il n'y a pas de petits montants. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui font à chaque fois le culte de « faut profiter maintenant parce qu'on n'a qu'une vie ». Je ne me positionne pas, tu sais, en donneuse de leçons. Oui. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire les choses, tu sais, de façon correcte vis-à-vis de toi-même. Oui. Si tu me dis que toi, tu as envie de profiter à fond de la vie et que toi, ton côté profiter de la vie, là, ça dure 2 ans, toi-même, tu vois qu'à un moment donné, profiter de la vie n'a pas été trop rentable. Donc, je n'aurais pas besoin de te donner des conseils parce que tu sais très bien qu'en réalité, à un moment donné, tu aurais dû vivre d'une certaine façon. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on veut réellement, ses objectifs. Quels sont tes objectifs? Parce que peut-être que celui qui vit au jour le jour ou qui se dit « je profite de la vie », son objectif, c'est de se dire « peut-être que je vais mourir tôt alors qu'il n'est pas Dieu et que lui, il estime que bon, il doit tout faire. » Mais peut-être que l'autre qui se dit « écoute, celui qui est là-haut me donnera peut-être la chance de vivre longtemps et j'ai envie d'avoir une vie décente. J'ai envie que sur le parcours, ma vie soit chic. » Tu vois? Et ce côté chic-là, ça arrive peut-être au départ avec un petit côté de privation. Pourquoi? Parce que je suis concentrée sur mon objectif. Et un objectif, il doit être smart. Je ne dis pas, non, mon objectif, parce que souvent, je le vois dans les sessions que je fais, tu vois, même dans ma communauté et tout, tu vas demander à des gens, OK, c'est quoi ton objectif? Ah non, moi, tu sais, si on me donne de l'argent, je vais investir. Ça veut rien dire. Investir, c'est un mot, ça veut rien dire. Très vague. Est-ce que tu vas me dire, ou j'entends, non, j'ai investi dans l'immobilier. Ça encore, c'est vague. Est-ce que tu vas me dire, si je gagne de l'argent tout de suite, j'investis dans un terrain de 1000 mètres carrés situé dans tel endroit qui ne doit pas dépasser tant. C'est un objectif pour moi qui est smart. À ce moment-là, tu sais que comme tu as un objectif, tu ne peux pas te permettre de faire la vie de fou. Parce que tu sais que ton objectif étant smart, tu vois, est limité dans le temps. J'ai envie d'investir, parce que j'ai écouté Marc, et je dis que j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais que je veux acheter un appartement à Dakar qui coûte tel montant, et que je me donne tel temps pour atteindre ce montant-là. Tu vas pas faire la fête comme un malade tous les jours. C'est la transition parfaite.
On va sauter dans l'immobilier. On reparlera de ton expérience de la maison quand tu avais 18 ans après. Ok. Je te propose un fil conducteur où on part d'une personne qui, par exemple, écoute ton émission, qui écoute mon émission et qui veut faire son cheminement de « je pars de rien et je veux évoluer vers un patrimoine immobilier à terme ». C'est ça. Déjà, je rappellerai toujours que l'immobilier, c'est un voyage du long terme. Ce n'est pas un voyage de faire des coups et de croire un réel qu'on voit sur Instagram qui dit « devenez millionnaire en faisant ci, en faisant ça ». Déjà, ça, il faut oublier. C'est un voyage de très long terme. C'est clair. Parfois, sur ce voyage de long terme, on a des belles surprises qui fait que ça va plus vite, mais il ne faut pas s'y attendre parce que quand elles arrivent, je mets des guillemets, c'est le fait de Dieu ou c'est de la chance ou c'est plein de choses. Mais déjà, il faut avoir une vision sur le long terme. C'est clair. Donc, dans ces étapes, j'aimerais commencer par la première étape, la conscientisation. Ok. Comment est-ce que tu recommanderais à des personnes, sachant que tu en as déjà beaucoup parlé sur tes plateformes, de conscientiser l'importance du long terme, l'importance de l'immobilier, l'importance du foncier, l'importance d'avoir une stratégie immobilière? Puisque comme je le dis, même ceux qui n'aiment pas l'immobilier en tant qu'investissement locatif ou rentable, vous devez habiter quelque part à un moment donné dans votre vie. Donc qu'est-ce que tu en penses sur la conscientisation? Alors, je pense que dans tous les cas, tout part d'une décision. Je crois qu'on en a parlé en off. Pour moi, tout part toujours d'une décision. Commandement numéro 1, la décision d'épargner, tu prendras. Oui, parce que tu n'investis, encore une fois, au risque de me répéter, que ce que tu as. Donc, quoi tu investis, qu'il s'agisse de l'immobilier, qu'il s'agisse de fonds communs de placement, qu'il s'agisse de bourse, qu'il s'agisse d'entreprise, qu'il s'agisse de business, peu importe, tu commences avec une base. Donc, ta prise de conscience, elle doit venir du fait que tu es en train de te fixer d'abord un objectif. Bien sûr. Tu vas te dire, moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Je pars à la retraite à tel âge, ou j'aimerais bien partir à la retraite à tel âge. Si Dieu me donne la chance de vivre aussi longtemps, et il me donne la chance d'être productif, d'être en bonne santé, de continuer à générer du revenu, il faut que je prenne conscience que mon argent, j'ai besoin de le faire travailler pour atteindre cet objectif. Comment est-ce que j'atteins mon objectif? Ça commence quand même par une base. Ça veut dire que tu vas commencer toi-même à te dire, OK, comme j'ai cet objectif, je vais commencer à me dire, OK, voilà le prix, tu vois, tout à l'heure je disais, ton objectif d'être smart. Voilà le montant de mes objectifs, ou le montant de tel objectif et tel autre. Ma prise de conscience est bien du fait que pour atteindre cet objectif-là de façon financière, qu'est-ce que je fais entre le point A de ma prise de décision et le point Z de l'exécution de mon objectif. Tu vois? Et c'est là où c'est au milieu où tu vas prendre conscience en te disant, pour atteindre le premier objectif, il me faut tel nombre de temps. Bien sûr. Ou bien l'objectif, comme je dis, toutes les décisions, elles sont toujours financières. Le premier objectif, en face, ça représente un montant A. Pour atteindre ce montant A, versus ce que je gagne aujourd'hui. On ne fait pas des prévisions sur ce qu'on va gagner plus tard. On fait des prévisions sur ce qu'on gagne sur actuellement. Ce qu'on gagne actuellement. Tout à fait. Donc, je gagne tel montant par mois aujourd'hui. J'ai mon objectif A qui coûte tant. Entre les deux là, comment je fais pour atteindre et quand? Le comment est important. Et on va se référer aux 4 étapes d'apprentissage. Quand je suis inconsciemment incompétent, ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, je deviens consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. C'est ça. Ensuite, je deviens consciemment compétent. Ça veut dire que je sais que je sais. Je suis en train d'apprendre et de grandir. Et le dernier, ça devient une seconde nature. Je ne m'en rends même plus compte. Je ne sais plus que je sais. C'est un petit peu le stade où toi, tu es en termes d'investissement patrimonial, en termes d'épargne, en termes de raisonnement. Toi, quand tu entends un montant, c'est plus le montant qui t'intéresse. C'est SCPI, c'est épargne, c'est DAT, c'est obligations, c'est apport personnel. Tu as déjà tout connecté et c'est ça l'objectif. Donc, tu as si bien parlé de la conscientisation. C'est une décision. Et pour renforcer la conscientisation dans l'esprit des personnes, j'aimerais qu'elles se rendent compte que plus de 70% des millionnaires dans le monde, ça c'est une stat de Forbes, ont une grosse partie de leur patrimoine qui est issu de l'immobilier. C'est ça. Et ça, j'aimerais que les gens conscientisent que quand on dit que quelqu'un est milliardaire ou multimillionnaire en immobilier, c'est pas du cash. C'est de la valorisation. Voilà, c'est beaucoup d'actions en bourse. C'est ça, c'est de la valorisation de son patrimoine. Donc, apprenons à jouer à ce jeu. Tout à l'heure, toi, tu as parlé du game de l'argent. C'est ça. Et j'aimerais que les personnes comprennent que c'est un jeu. Prenez le Monopoly. Il y a vraiment un jeu de l'argent qu'il faut comprendre. Et une stratégie. Donc, tiens, quelle est la valeur de connaître l'importance d'un terrain, l'importance d'un appartement, l'importance d'une maison
en comparaison d'électroménager, d'une voiture ou de vêtements ou de voyage? Quelle est vraiment la grosse différence entre les deux et pourquoi je dois, entre guillemets, avoir un sens de privation pour aller chercher certains actifs? Toujours ton objectif. Tu sais, soyons factuels, d'accord. J'ai un objectif, par exemple, je me dis aujourd'hui, je gagne 500 000 francs par mois. Et puis j'ai un objectif, je veux acheter un terrain qu'on m'a proposé dans telle zone qui coûte 10 millions de francs CFA. Ok. Aujourd'hui, telle date, lundi ou mardi, je n'ai pas les 10 millions. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'endetter, j'épargne, je demande à des amis, je dis non, il faut que je lance d'abord un business. Comment je fais pour avoir les 10 millions? Et dans quel laps de temps? Je vais donc analyser mes charges, premièrement. Parce que même si je dis que je vais aller prendre de l'argent à quelqu'un ou emprunter, il faut bien rembourser le crédit. Tout à fait. Je le rembourse sur quelle base? Bien sûr. On va calculer comme les banquiers font, donc on va diviser ton salaire par 3. Aujourd'hui, on va souvent jusqu'en fonction de tes revenus, on va jusqu'à 54%, je crois. Tu vois, au niveau de ta quotité cessible. Donc, comment tu fais avec tes 500 000 pour avoir les 10 millions? Donc, tu vas d'abord analyser tes charges. Tu vas te dire, pour moi, quand je regarde mon loyer, mes charges fixes, mes charges variables, mes petits plaisirs, l'épargne que moi j'intègre comme une charge, ou je n'ai pas encore mis l'épargne, dans mes 500 000, combien je peux dégager par mois pour atteindre mon objectif de 10 millions à telle date? Bien sûr. Donc, si je veux compter juste sur mon épargne, imaginons, je dis, bon, moi, dans les 500 000, j'arrive à épargner 150 000 ou 100 000 par mois. 100 000 par mois, sur un an, ça fait 1,2 million. Tu as vu le nombre d'années qu'il faut avant d'atteindre 10 millions? N'est-ce pas? Bien sûr. Tu vas te dire quoi? Ok, je m'en vais emprunter de l'argent. Ils vont te dire, ok, quotité Cécile, moi, je te donne de l'argent. Les PPO, ce qu'on appelle les PPO, les prêts personnels ordinaires, certaines banques vont jusqu'à 7 ans, mais en moyenne, c'est 5 ans. Ok. 10 millions, 5 ans avec les intérêts qui sont bien élevés chez nous. Sur les crédits conso. Sur les crédits conso très élevés. On va diviser ton argent. Toi-même, tu vas voir que 10 millions là, avec tes 500 000, peut-être que tu ne peux pas les avoir. Donc, tu vois qu'en réalité, le crédit que tu vas vouloir prendre pour atteindre tes 10 millions, on va te demander, ok, mais peut-être que vous devriez rembourser à peu près 150 000 par mois, plus une épargne bloquée à côté. Donc, tu te retrouves comme ça avec un petit salaire de 500 000 à rembourser 200 000 par mois. Les 200 000 par mois, en 5 ans, avec les intérêts, peut-être que tu n'as même pas encore fini de rembourser le crédit. Tu me suis? Bien sûr. Ok. Une fois que tu as fait ça, quand on va te dire d'aller payer ton électroménager à 500 000, est-ce que tu vas les prendre? Ton objectif, il est de 10 millions. Bien sûr. Tu veux l'avoir vite parce que pendant que tu es en train de réfléchir à avoir tes 10 millions, le terrain, là, il n'est plus disponible. Déjà. Après, et les prix augmentent. Merci. Après, ce qui est bien dans l'immobilier, moi, je dis toujours, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tout à fait. Et que les occasions, il y en aura toujours. Il ne faut pas avoir la FOMO. Voilà, il y en aura toujours. Tu vois? Fear of missing out, hein, la peur de passer à côté de l'opportunité parfaite. Il y en aura toujours. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un même qui est moisi, qui a envie de vendre son bien. Honnêtement, il y en aura toujours. Donc, tes fameux 10 millions là, quand tu vas penser, ou bien quand Marc va te dire, non, écoute, tu sais quoi, faut te priver un peu. Tu vas lui dire quoi, mon frère, là on doit vivre, tu sais, you only live once. YOLO. YOLO, Ouais. tu vois. Donc tu vas te dire quoi, non, ok, non mais tu sais, j'ai vu une petite cafetière là qui me plaît, j'ai vu un aspirateur, alors que tu n'as pas la maison de l'aspirateur, hein, mais tu veux l'aspirateur, comme au lieu de juste prendre le balai. Tu vois que Bien sûr. on n'aura pas besoin de t'expliquer. C'est Parce clair. que ton objectif est plus grand Il est clair. que ce que tu es en train de faire. Et l'obtention d'un terrain qui est si dur à avoir, puisque en fait, sur une planète Terre où on ne cesse de la peupler, C'est ça. et une terre qui se réduit, parce qu'il y a la montée des eaux, il y a de moins en moins C'est de ça. terres disponibles, mais c'est l'offre et la demande. Quelque chose où il y a plus de personnes qui demandent et moins d'offres, les prix vont augmenter. Donc, C'est à ça. nous d'agripper nos terres. Et surtout que sur le continent africain ou même en Caraïbes, tout le monde, tous les étrangers se ruent pour investir. Donc, à nous aussi d'avoir ça en tête. Et ça, je trouve que c'est un très, très bon pourquoi. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, à quiconque a un vrai pourquoi, il peut accepter n'importe quel comment. Exactement. Donc, quand tu as un vrai but, les sacrifices, c'est plus des sacrifices, c'est un pas vers ta réussite. Ça, c'est clair. Et tu es prêt à le digérer. Et tu vois, justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. J'ai fait un test à un événement où j'étais, où j'ai demandé aux dames, je leur ai dit, vous savez, imaginez, vous êtes 6 personnes là, assises devant moi, vous avez tout un sac Chanel. Est-ce que c'est écrit l'année où tu as eu ton sac? Ah, Tu sais, souvent, on se compare mal. c'est vrai. C'est pas écrit l'année où tu as eu ton sac. Peut-être que celle, elle a eu son sac en 2002.
Mais comment c'est d'entretenir le sac là? Il a pris de la valeur à l'époque où c'était encore 2000 euros. Celle-là, il vient d'acheter. Ouais. Oui, on lui a offert, ou peu importe, ou en tout cas, c'est privé, elle a acheté son sac parce qu'elle y tenait. Ok. Elle a acheté son sac à 10 900 euros. Oui. Vous 5, vous êtes assises là. Vous 5, vous avez un sac Chanel. On ne sait pas. C'est la même chose. Je suis complètement Ça d'accord. veut dire qu'à un moment donné, quand tu as envie d'avoir des choses, tu pries pour quelque chose. Une fois que tu l'as, tu oublies que tu as prié pour ça. Mais ça veut dire simplement que dans ton investissement, dans ton parcours d'investisseur, c'est pas grave les privations. Séminaire immobilier d'Afrique. Pour un premier investissement immobilier, j'achète pour louer ou pour habiter? Ah oui, comment convaincre ma banquière de m'accorder un prêt immobilier? J'aimerais bien savoir à quoi sert un notaire. Non mais doucement les gars, attendez. Inscrivez-vous à notre événement Séminaire immobilier d'Afrique qui va se dérouler au Pullman Dakar Teranga. Je pense que vous aurez des réponses à vos questions. Parce que ce dont tu rêves, tu pourras l'avoir dans 2 ans, dans 3 ans. On ne te demandera pas quand est-ce que tu l'as eu. Parce que vous serez, vous 5, à avoir exactement la même chose. Sauf que peut-être que tu auras payé un peu plus cher. Et pour aller dans ton sens, moi, j'ai tellement pris goût à la privation. J'ai tellement pris goût quand j'ai su ce que ça me permettait d'accomplir. Tu fais plus trop. Non, quoi maintenant, non. mais parfois, j'ai la nostalgie. Parfois, j'ai cette nostalgie. Parce qu'en fait, tu te mets en mode activation commando. Et tu vois, depuis que j'ai lancé mon podcast, j'ai des amis qui m'appellent en France et tout. Ils me disent, Marc, ça y est, je rigole plus, je suis motivé. Ils m'envoient des messages toutes les 2-3 semaines et voir l'énergie dans leur regard. Ils disent, moi, j'ai 2 enfants, je veux qu'ils héritent de quelque chose, j'arrête les bêtises et je me reprends en main. Ce mindset-là, je l'adore. C'est clair. Et une fois qu'on a pris la conscientisation et qu'on a réalisé, maintenant, on va sur la partie décision et la partie discipline. Avant de te laisser développer sur la partie discipline, je fais un petit préambule qui est très important. C'est que là, avec Laetitia, on parle de manière spontanée. Et parfois, on utilise l'humour. Mais à chaque étape de votre processus immobilier, et Laetitia sera d'accord avec moi, passez par des professionnels. Toujours. Quand vous voulez acheter un terrain, passez par un professionnel. Demandez au notaire de bien vous expliquer ce que vous achetez. Parce qu'un titre foncier, c'est pas pareil qu'un bail, c'est pas pareil qu'une attestation villageoise, c'est pas pareil que une délibération au Sénégal. Donc, comprenez ce que vous achetez. C'est pas parce que vous entendez des émissions, vous écoutez des podcasts qu'il faut y aller en se disant c'est automatique, c'est comme un jeu de société. Et donc, nous, quand on vous dit tout ça, c'est parce qu'on a parlé à des professionnels, c'est parce qu'ils nous ont coachés, ils nous ont renseignés et on vient devant vous en ayant appris énormément. Donc, j'insiste là-dessus. C'est très important de se former et d'être humble sur la connaissance. C'est clair. Maintenant, sur la discipline, ok, j'ai conscientisé. J'ai compris qu'il fallait que j'investisse, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans un terrain. Je l'ai compris. J'en parle à mes amis, on fait des rendez-vous, on fait des after-work, on fait des repas et on en parle. Ça, c'est bon. Maintenant, il y a un chemin entre le choix et l'implémentation. Il y a la décision, il y a la discipline. Et moi, j'ai adoré écouter ton podcast où tu parles vraiment du fait que tu avais pris un exemple où tu disais si la semaine 1, tu épargnes 1000 francs, la semaine 2, 2000 francs, etc. Et le montant qui est sorti à la fin, j'étais choqué. Plus d'1 million de francs CFA. C'est ça. Donc, parle-nous de cette discipline et aide-nous à avoir un brin de discipline en plus avec ton propos. Alors, en vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir des petits montants. Ouais. Trop de gens se disent j'ai pris la décision ou alors je n'arrive pas à prendre la décision parce que j'estime que j'ai pas assez d'argent. J'attends d'abord d'avoir un peu plus d'argent. Le pouvoir des petits montants, c'est que ça vous crée justement cette discipline de vous dire peu importe ce que je gagne par mois, ce mois-ci, je vais mettre 1000 francs. Le mois prochain, c'est peut-être 5000 que je vais mettre. Un autre mois, ça va être 10 000. Il y a un autre mois où c'était tellement chaud que j'ai mis 100 francs. Mais tu vois que dedans, on ne regarde pas les montants. Ce qu'on regarde, c'est la régularité de ton épargne. Ça va t'obliger, en fait, finalement, à te dire, l'épargne devient une de mes charges. Et d'ailleurs, la première ligne de mon budget. Parce que je sais que j'ai un objectif à atteindre et que je m'impose cette discipline d'épargner pour constituer mon capital qui me permet ensuite de savoir comment est-ce que je l'investis. Absolument. Tu vois ? Et j'aimerais qu'on creuse cette partie-là. On va commencer par la première ligne de ton budget, c'est ton épargne. Toujours. Puisque quand tu vas sur l'aventure immobilière et que tu veux t'asseoir avec un banquier,
il va pas te financer à 100% comme ça, Never tu viens ever. d'arriver, naturellement. Il va te dire, est-ce que tu as de l'apport? Et parfois, les banquiers te disent, c'est juste parce que je veux tester la capacité de la personne en face de moi d'être sérieuse et d'être engagée dans son projet et de savoir se discipliner. C'est ça. Et quand tu dis que la première ligne, c'est ton épargne, j'aime bien, j'avais jamais pensé à ça comme ça et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est possible que demain, tu perdes ton travail et que tu retrouves un autre travail qui sera 20% moins bien payé que le travail que tu as actuellement. C'est ça. Et à ce moment-là, tu vas te débrouiller à vivre avec un salaire qui correspond à 80% de ce que tu avais avant. C'est ça. Donc, si toi, tu es capable dans le job actuellement de te dire, en fait, je gagne pas 100 000 par mois, en vrai, je gagne 80. Parce que les 20, d'office, ils m'appartiennent plus. C'est Ils ça. sont dans mon futur projet. J'aime beaucoup cette manière de penser. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance de cette première ligne dans ton mindset et dans ta manière de penser? Bah, c'est se payer soi-même. En réalité, la première ligne du budget, c'est parce que l'épargne, c'est de l'argent que tu te payes à toi-même. Parce que très souvent, tout le monde, hein, dans la façon dont on pense ou dont on réfléchit, c'est je gagne 100 000, la première chose que je cherche à sécuriser, c'est mon loyer. Je dis, il faut absolument que je paye mon loyer parce qu'au moins, on dit toujours, même si on a coupé l'électricité, on t'a coupé l'eau, au moins tu as un toit sur ta tête. Sauf que c'est bien. Oui. Mais en réalité, dès que ton argent tombe, Oui. la première chose que tu dois payer, tu te payes d'abord. Parce qu'au lieu de donner ton argent aux autres, aux bailleurs, à la société d'électricité, au supermarché, à la vendeuse au marché, tu te payes toi-même d'abord parce que c'est toi qui as travaillé. Et se payer, c'est épargner. Bien sûr. Tu vois, donc c'est toujours la première ligne de ton budget. Après, avec ce qui reste, c'est avec ça que tu commences à vivre et à commencer à faire tes projets. Et pour ceux qui ont du mal à épargner, faites-vous accompagner par votre banquier pour qu'il vous mette des solutions de placement bloquées, qui Oui, sont plus c'est dures. ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Écoute, pendant longtemps, pour réussir à épargner d'ailleurs, je me souviens que c'était une amie qui m'avait dit, Laetitia, là tu es rentrée, tu payes pas de loyer, paye-toi un loyer. Ça a commencé comme ça. Après, je me suis dit, mais sur mon compte d'épargne, c'est vrai, j'ai été étudiante, c'est vrai, j'avais 4 comptes d'épargne, mais tu vois, il y avait à chaque fois un objectif pour ça, pour mon école, pour mes charges, ainsi de suite. Et j'ai commencé en fait à avoir déjà avant des PEL. Oui. Plan épargne logement. Plan épargne logement. Oui. Ou compte épargne logement, peu importe comment ça s'appelle. Ici même, on a un autre système, ça s'appelle des crédimatiques, ça s'appelle... Il y a plusieurs noms, mais ce qui est sûr, c'est une épargne bloquée. C'est la seule façon que j'avais d'économiser. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que dans ma façon de... Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais dans ma façon de gérer l'argent, c'était trop facile de répondre aux sollicitations des uns et des autres. Alors que si tu viens me voir et que mon argent est sur un compte bloqué, je ne peux pas juste dire à la banque, vire-moi cet argent. Absolument. Tu dois faire un courrier à ta gestionnaire pour expliquer que non, tu as ton propre argent. Que non, il faut que tu arrives à retirer, blablabla, tralala, et puis on va se dire, ok, d'accord. Et puis sur une semaine ou 10 jours, on te dit, bon, votre argent est disponible. Oui, Tu as vu que le besoin, il disparaît. tout à fait. Donc, C'est vrai. je me suis toujours imposé Ouais. d'avoir des épargnes bloquées. Donc, ce loyer que je me payais, je me le payais sur un PEL. Et en vrai, j'avais voulu investir aussi dans un projet immobilier. Ouais. Et je me suis dit, mon cher, eux là, je ne sais pas ce qu'ils valent. Mon engagement, il fallait payer 20%. Ouais. J'ai payé les 20%. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ouvre un deuxième PEL. L'argent que je suis supposé leur donner, je mets ça dessus. Quand je vais voir un peu clair pour voir si ça avance vraiment, Là, tu pourras. je vais récupérer. Tu vois, donc je me suis toujours imposé moi-même d'avoir justement de l'épargne bloquée. C'est ce qui me permettait d'épargner. En tout cas, un vrai memento et takeaway de ce que tu dis, c'est que à ceux qui sont logés à titre gratuit, c'est une excellente idée de se payer un loyer théorique à soi-même et de le bloquer tout de suite. Exactement. Et juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent la différence entre l'épargne disponible et l'épargne qui n'est pas disponible. En fait, l'épargne qui est disponible, ça veut dire que c'est un compte qui est à part, certes, mais que tu peux accéder à tout moment, souvent même de ton application. C'est ça. Tu peux le faire instantanément et le dépenser immédiatement. C'est clair. Et généralement, les banques, elles vous rémunèrent moins bien pour une épargne qui est disponible parce qu'en fait, elles ne comptent pas trop dessus parce qu'à tout moment, elle peut s'évaporer. C'est clair. Mais elles vous rémunéreront plus pour une épargne sur laquelle vous dites « Ok, je vous la laisse pendant 1 an, je m'engage. Et si je romps mon engagement, eh ben, je suis prêt à accepter des pénalités sur ce que j'aurais dû gagner. » Et par rapport à ce deal-là, les banques, elles sont prêtes à te prêter, enfin, te rémunérer mieux l'argent que tu places. Et donc, le PEL dont parlait Laetitia, plan épargne logement, c'est en gros, tu mets une somme initiale, admettons de 200 000 ou 300 000, et par contre, tu t'engages tous les mois à mettre un 30 000, Pendant 40 000 3 ou ans, 50 000 ou 5 pendant ans, une période. Et au terme de cette période, l'argent est disponible pour ton projet immobilier. Donc, n'hésitez pas à aller discuter avec vos banquiers,
parlez-leur, installez-vous avec eux et vraiment discutez un maximum avec eux. Et il y a une autre chose que tu m'as inspiré, c'est que, tu sais, j'avais des patrons quand j'étais jeune manager qui me disaient, Marc, quand tu es contrarié par une chose au boulot et qu'il est 15 heures et que tu as envie d'envoyer un mail salé, retiens-toi. Envoie le mail le lendemain matin. Et pareil, quand tu as une situation compliquée avec un de tes proches ou quelqu'un que tu aimes, retiens-toi, passe la nuit et discute demain. Et en fait, ce temps de réflexion permet de faire baisser le besoin de s'énerver, le besoin d'attaquer l'autre, etc. Et ce que tu viens de dire, c'est une excellente solution à ça. Parce que quand tu as un compte qui est bloqué, le fait que tu dois faire un courrier pour le fermer, que ça te prendra 10 jours pour avoir les fonds, C'est clair. eh ben, ça te calme. Et ensuite, le besoin, il disparaît. Donc, c'est une très, très belle métaphore. J'apprécie beaucoup. Et maintenant qu'on va switcher j'ai conscientisé, j'ai compris que c'était important d'épargner. Ensuite, j'ai pris la décision et tu as donné des steps concrets sur je me paye un loyer à moi-même, je mets de l'argent de côté. Maintenant, il y a faire son budget et calibrer son projet. Parce que quand je t'écoutais parler, je me disais, mais en fait, parfois, notre prévision de style de vie, il est disproportionné à notre capacité réelle. Et c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on a des ambitions de style de vie qui ne sont pas adaptées à notre budget. Donc, comment tu peux nous aider à mieux comprendre le côté « voici ce que je gagne, voici ce que je peux en faire par rapport à mes objectifs ». Écoute, je crois qu'en fait, en réalité, la réponse est déjà dans la question. Parce que, comme tu dis, on revient sur notre exemple, je gagne 500 000 francs par mois. Est-ce qu'à 500 000, je peux me permettre d'aller prendre un loyer à 400 000 ? Toi-même, il faut voir. Est-ce qu'on a besoin de t'expliquer ? Mais dans tes exemples, parfois, il y avait des cas que tu prenais où des personnes avaient des loyers très, très élevés par rapport à leur revenu. Les gens vont te dire, oui, mais en fait, tu sais, je voulais habiter dans telle zone. À un moment donné, tu fais en fonction de tes moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Avoir un budget, si tu veux, qui dépasse tes revenus, c'est souvent vivre au-dessus de ses moyens. Je vois déjà des gens venir nous dire, oui, mais souvent, tu n'as pas le choix. Souvent, quand tu regardes, par exemple, le loyer, trouver une maison, c'est cher, mon frère. Tu n'as pas envie d'aller habiter loin. Tu n'as pas envie de prendre, pour la Côte d'Ivoire, un Gbaka. Et je le dis sans méchanceté, tu vois, mais tu n'as peut-être pas envie, de prendre un taxi, un VTC, pour ne pas faire de pub. On se comprend. Mais en vrai, tu dois caper ta vie à ce que tu gagnes. Après, ça ne veut pas dire que tu dois accepter de rester comme ça. C'est là où je dis le premier QI financier numéro 1, selon Robert Kiyosaki, c'est gagner davantage d'argent. Ça veut dire que ton budget, dans tous les cas, comme je dis, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tu gagnes tes 500 000. D'aucuns te diraient que tes charges fixes, la fameuse Madame Walter, qui disait tes charges fixes doivent être à peu près de maximum 50% de ton budget, tes charges variables 30%, ton épargne 20%, mais ce ne sont que des indicateurs. À peu près, oui. Demain, toi, tu peux décider que par rapport à tes objectifs, tes charges fixes doivent être 30%. Parce que tu peux te permettre d'avoir des charges fixes de 30%. Ou alors parce que tu n'es pas seul, parce que vous êtes deux, parce que... Il y a beaucoup de parce que. Tu peux décider également que tes charges variables, donc tout ce qui est loisirs, ce genre de choses, ce n'est que 10% de ton budget. Parce que, comme Marc, tu as décidé que ton objectif est plus grand et que tu as besoin justement de te priver un petit peu. Bien sûr. Et tu peux décider que là où d'aucuns diraient il faut 20% d'épargne, non, moi je veux 50% d'épargne pendant 2 ans. Ou 50% d'épargne pendant 3 ans. Parce que j'ai toujours mes 10 millions dont on a parlé tout à l'heure que je dois constituer parce qu'il y a un terrain que Marc vend qui m'intéresse. Tu vois ? Bien sûr. Ça détermine tout de suite ta façon de vivre. Parce que tu regardes, 1, à ton objectif, 2, à ce que tu gagnes, 3, à tes capacités réelles, et surtout, tu te dis, j'arrête de vivre au-dessus de mes moyens et j'arrête de vouloir faire plaisir aux autres. Ça, c'est très important. Tu as lu dans mes pensées. Dans la pyramide de Maslow, il y a déjà les besoins primaires, respirer, manger, dormir, etc. Tu as les besoins de sécurité, se loger, un toit sur la tête, être à l'abri des attaques, etc. Et puis, tu en as un troisième qui est le besoin de reconnaissance. C'est ça. Et que je pense qu'il faut vraiment, en termes de développement personnel, dépasser ça. Il faut dépasser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de livres et de littérature sur ce sujet-là, même de séries ou de YouTube vidéos, etc. Il faut se pencher là-dessus. Parce que dans nos communautés afro-caribéennes, j'ai pu constater que, en fait, on prend beaucoup de plaisir à avoir des signes extérieurs de richesse à court terme qui simulent la réussite plutôt que d'avoir une réussite cachée réelle. C'est le pouvoir des réseaux sociaux. Exactement. Et comment est-ce que tu recommanderais déjà, de conscientiser ça
et deux, de lutter contre ça, parce que moi, je vois que, par exemple, j'ai des neveux, des nièces, des jeunes que je conseille, que je coach et tout, et quand ils me parlent de réussite, c'est que des objets passifs de signes extérieurs de réussite. C'est moi, je veux la range. C'est ça mon objectif. Moi, je veux faire tel voyage. C'est ça mon objectif. Mais ils n'ont pas d'objectifs qui sont des véhicules qui créent de la valeur pour leur verser des revenus passifs. Donc, parle-nous de ce besoin de reconnaissance et comment lutter contre ça. Bon, déjà, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'environnement. Et malheureusement, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Parce qu'on a aujourd'hui, si tu veux, un certain nombre de modèles qui nous sont proposés, qui montrent que on ne voit pas l'effort, on ne voit que le reconfort. Tu vois, on se dit que c'est si facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de jeunes, tu leur demandes quel est ton métier de rêve, ils vont te dire youtubeur. Parce qu'on se dit, j'ai moins d'efforts à fournir et que je vais gagner beaucoup d'argent. Alors que c'est pas vrai. Je veux dire que tu as des youtubeurs qui travaillent en fait et c'est un vrai métier. Mais en réalité, ils vont se dire, ils voient le côté... j'ai l'impression que c'est pas grand-chose, que je dois juste me filmer, tenir un micro et gagner beaucoup d'argent. Donc, tout ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Moi, il y a une chose que j'ai apprise et que je dis toujours à des petites sœurs, je leur dis à un moment donné, quand tu sais que ton objectif, encore une fois, est plus grand que ce que tu vois, coupe-toi des réseaux sociaux. Est-ce que tu es obligé d'aller sur TikTok? Tu n'es pas obligé d'aller sur Instagram. Et puis, arrête de suivre les gens qui t'obligent à te dire, moi aussi, je veux. Combien de personnes ne se laissent pas influencer en se disant, écoute... là, j'ai vu la fille là, j'ai vu par exemple, elle a tel bijou, elle a tel comme si. 1, vous n'avez pas le même âge. 2, vous n'avez pas le même niveau de vie. 3, vous n'avez pas le même style de vie. Et tu connais pas l'histoire de ce bijou. Déjà. Tu vois? Donc, peut-être qu'au lieu de rêver à une vie qui n'est peut-être pas la tienne, si tu te rends compte que ça crée en toi des frustrations ou de l'envie ou du désir, tu vois, qui est malsain, bien sûr. Faut unfollow. Bien sûr. Parce que quelque part, tu vas rester, tu vois, concentré sur ce que tu as envie de faire. Après, c'est facile à dire. Et c'est là où, justement, je dis, tout part de ta décision. Tu as tout compris parce que, tu sais, moi, je viens des quartiers, donc Clichy-sous-Bois du 93, Villepinte aussi du 93. Et quand j'ai été en école de commerce à Paris, c'était les premières fois où j'allais à Paris intramuros. Ensuite, j'étais en grande école à Essex. C'était la première fois que j'allais vraiment dans cette sphère-là. Et à un moment donné, j'ai fait un choix conscient de ne pas me comparer. Ça. Et de ne pas prétendre être un fils d'eux qui, parce que je fréquentais des personnes qui avaient des gros pouvoirs d'achat de par leur cadre familial, et moi tenter de les suivre. C'est ça. Et j'ai vu quand j'étais étudiant, beaucoup de personnes qui venaient des quartiers comme moi, qui gaspillaient tout l'argent qu'ils avaient, le peu qu'on avait, pour essayer de suivre un lifestyle. Et à un moment donné, moi j'ai switché, j'ai dit stop. Mon but, c'est pas d'être beau à 18 ans financièrement. C'est pas d'être beau à 25 ans financièrement. C'est d'être bien à 40 ans. C'est ça. C'est d'être bien à 45 ans. Et je suis prêt à sacrifier l'image de plaire aux autres aujourd'hui si ça peut me donner la capacité de subvenir aux besoins de ma famille, d'être à l'aise, d'habiter où je veux, comme je veux. Donc, je veux conscientiser la jeunesse sur méfiez-vous du mirage de la réussite sans effort, immédiat et instantané. C'est clair. C'est que quelques exceptions sur un océan de tentatives. C'est clair. Ouais. Et ça, c'est un point, merci de mettre l'accent là-dessus. Et par rapport au lifestyle, tu sais, il y a un ami qui est dans le sport de haut niveau, je dirais pas le sport pour ne pas trop donner d'indices, mais qui m'a dit un jour, tu sais, moi, quand j'ai signé un gros contrat pro, j'ai gardé la même maison, j'ai gardé la même voiture, simplement j'ai gagné plus, et je me suis émancipé de vouloir plaire au reste de mon équipe. C'est ça. Et moi, je lui dis, mais comment tu as fait pour ne pas avoir la tentation de ressembler aux autres, en fait? Il a dit, mais quand ma carrière sera terminée, c'est eux qui me paieront mes factures si je peux pas payer? C'est ça. Et en fait, cette conscientisation-là, j'ai trouvé hyper mature parce que qui serions-nous si on gagnait des salaires de sportifs de haut niveau très professionnels? C'est ça. Ça dépend. Hein. Peut-être que je vais aller faire d'abord le Yé-Vivé avant l'école. Non, mais tu sais, ce que tu dis est tellement juste. C'est comme, par exemple, tu demandes à des gens, quelle est ta maison de rêve? J'aimerais construire une maison. Puis la personne te dit, oui, mais moi, j'aimerais bien être dans un bon quartier, aux Almadies, ou à Beverly Hills, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou, tu vois, enfin, dans tel endroit. Mais, frère, tu es en train de te comparer à des gens qui ont eu leur maison à 50 ans. T'en as 30. Tu sais, on prend l'image de quelqu'un à un instant T et on se compare. Bien sûr. Toujours la face visible de l'iceberg. Mais, excuse-moi, nos parents avant, comparaison n'est pas raison, travaillaient dur, mettaient de l'argent de côté, et puis c'est à leur retraite
qu'ils avaient de grandes maisons, belles maisons, parce qu'en fait, ils avaient eu un crédit, 10 ans, 20 ans, ils ont pris du temps, ils ont construit pierre par pierre, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde a changé. Mais excuse-moi, tu peux pas, sauf si tu commences ta carrière avec des salaires mirobolants, tant mieux pour toi, mais tu ne peux pas avoir 30 ans et vouloir te comparer à un grand frère qui a 55 ans. Bien sûr. Et qui est aujourd'hui en train de vivre son lifestyle de la mort en des graines Porsche. qu'il a plantées il y a 20 ans. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait des paris, qui ont pris des risques dans l'immobilier. Je parle toujours de ce que je connais. Chez nous, ici, justement, avec les histoires de... Là, c'est nouveau, hein, ça date de 2011-2012. Avant ça, bon, ok, ton titre foncier, mais maintenant même, on est à l'ADU. Donc, les prochaines générations parleront pas d'ACD, parleront d'ADU, par exemple. Mais mon point, c'est, tu as des gens qui ont acheté là où c'était de la brousse. En prenant un risque considérable. Merci. C'est vrai qu'ils ont acheté moins cher. Oui. Et puis, ils ont patienté, comme tu le disais au début, long terme. Game de long terme. Tu vois, c'est un marathon. Oui. Donc, ils se sont dit, bon, je prends le risque aujourd'hui d'immobiliser de l'argent parce que j'y crois. Toi, tu es en 2025. Les routes ont été faites là-bas. Le monsieur, il est dans sa jolie maison. Il a eu le temps de la retaper pour qu'elle ressemble, mettons, un peu plus à son lifestyle du jour. Tu veux te comparer à un gars comme ça qui a acheté son terrain à 20 millions qui aujourd'hui coûte 500 millions? Comment tu fais? Enfin, je veux dire, à un moment donné, soi-même, il faut arrêter de se dire on doit être en compétition avec l'ancienne version de nous-mêmes. On n'est pas en compétition avec celui qui est à côté, dont on ne connaît pas la vie, ni le parcours, ni les sacrifices. Absolument. Et pour aller dans ton sens, moi, j'ai décidé à un moment donné, quand j'avais 18-19 ans, de changer mes modèles. Ça veut dire que j'ai arrêté de suivre, de me dire, voilà, mon modèle, ce sera un footballeur, ce sera un DG d'une grande société qui a déjà réussi. J'ai pris des jeunes de quartier comme moi, qui partaient de rien et qui ne parlaient que de travail, qui ne parlaient que de sacrifice, qui ne parlaient que de la transpiration qu'ils mettaient tous les jours au quotidien. Et ce qui a changé mon système de valorisation, de méritocratie dans ma tête. Mon système de récompense a changé. Je rentrais chez moi heureux quand j'avais fait des sacrifices et non pas quand j'avais fait semblant d'avoir mangé dans tel restaurant ou tel restaurant. Et quand tu changes ton système de méritocratie interne, donc les récompenses extérieures ne t'intéressent plus. Donc en fait, c'est un vrai travail de switcher, de se dire, je préfère être avec mon tablier le week-end, en train de travailler sur une petite cabane en bois que je veux rénover, en train de travailler sur un projet personnel, en train de travailler sur un stand de glace que je fais moi-même. C'est pas sexy, c'est pas joli, ça fera pas des super stories sur Insta, mais c'est concret, c'est réel. Ça dépend de quelle musique tu mets derrière. C'est vrai que tu peux mettre un bon afrobeat, etc. Mais attention au sexy, parce que ce qui est rapide et attrayant a un prix caché que l'on voit souvent que très longtemps après. Exactement. Donc, ok, top sur ça. Donc, on a parlé de conscientisation, on a parlé de décision, on a parlé de faire vraiment attention aux besoins de reconnaissance et de calibrer son budget à son lifestyle. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler, et en off, tu m'en as très bien parlé, donc j'aimerais que tu le redises, ça sert à rien de dire je vais investir dans l'immobilier. Parce que c'est tellement vague. Ça va de acheter un château, acheter un moulin, acheter un terrain, acheter un appartement, c'est trop vaste. Donc, caractérisons un petit peu, plus précisément, quand je dis que je vais investir dans l'immobilier, je suis OK que ceux qui le disent aujourd'hui le disent peut-être par mécanisme, parce qu'ils entendent parler de ça sur les réseaux, ils le disent par mécanisme. Maintenant, décortiquons un peu pour leur donner plus d'éléments, pour varier les types d'investissement et le type de réflexion surtout. Oui, parce que comme je dis encore une fois, objectif pour moi, SMART, donc spécifique, mesurable, on ne va pas refaire la définition. Je vais investir dans l'immobilier. Fine. Tu commences par quoi? Tu vas te dire, OK, mon premier projet immobilier, j'aimerais bien acheter un terrain ou j'aimerais bien acheter un appartement. Un appartement à F2, donc deux chambres, non, une chambre. J'aimerais bien acheter, par exemple, un studio. Mais un nom à côté de l'immobilier. Oui. Je vais investir dans l'immobilier, 2 points. Partez à la ligne, tirez. Un appartement. Quand on commence par l'appartement, tu vois, il y a des bulles là. Quel type d'appartement? Oui. Tu vas dire, bon, je veux un appartement, je veux que ce soit un studio, un F2, un F3, un F4, peu importe. OK, fine. Dans quel quartier? Parce que ça va déterminer ton budget là. OK, quand tu as fini de faire le quartier, dans quel type? Je veux dans un R+2, un R+3 avec ascenseur, sans ascenseur. Tu sais, ça t'oriente tout de suite et ça évite même de
tu ne te laisses pas distraire par toutes les offres qui circulent, tu sais, sur Facebook. Exactement. Parce que tu sais Ouais. exactement, c'est comme ton moteur de recherche interne, tu sais exactement ce que tu cherches parce que c'est là où ta main arrive pour l'instant. Donc, c'est un premier achat. Ok, non, moi, j'aimerais bien acheter plutôt une maison. Ok, une maison, fine. Chez un particulier, dans un programme immobilier, dans quel quartier? C'est une maison en bande, un duplex, une villa basse. Voici mon budget maximum, frais de notaire inclus. Quand tu as fait ça, en face, tu as un montant. Ou en tout cas, une fourchette de montant. Donc déjà, dans ce passage-là, réécoutez-le parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à prendre. C'est ça. Je vous recommande de prendre les critères et de vraiment s'amuser avec ces critères. Et quand Laetitia parle de frais de notaire inclus, c'est si vous voyez un bien affiché à 10 millions de francs CFA, considérez qu'il vaut, vous allez payer 11 millions minimum. C'est ça. Comme ça vous permet de ne pas vous baser sur des chiffres qui sont biaisés. Ça, c'est un. Et une chose que j'aime bien dire, et je l'ai répété dans plusieurs épisodes, c'est toujours partir du client final ou de l'utilisateur final. C'est clair. Ça veut dire que si je veux faire un investissement locatif, par définition, ce n'est pas pour moi. C'est pour un locataire. Donc, je dois m'enlever toute préférence, tout désir, toute mimique, tout chichi que moi j'aime à titre personnel C'est ça. pour me concentrer sur une vraie étude de marché terrain. C'est ça. Admettons que je veux investir en Côte d'Ivoire ou à Dakar. Donc, je dois commencer, avant de parler de ce que je vais acheter, je dois commencer à me demander, c'est Qu'est-ce pour qui qui? marche Qu'est-ce qui marche? Et d'aller dans les agences immobilières et de vous faire passer, vous, pour un locataire. C'est ça. Pour poser la question, tiens, en général, les locataires, ils veulent habiter où? Quels sont les appartements qui partent le plus vite quand ils sont mis en location? C'est ça. Quels sont les appartements que les personnes quittent le moins et s'accrochent le plus parce qu'ils sont super? Quelle est la zone que je dois éviter? Une fois que j'ai compris ça, je peux commencer à faire mes recherches dans la zone où la valeur locative et le plaisir locatif est le plus fort. C'est ça. Donc souvent, j'avais des personnes qui me disaient en France, Marc, je vais investir dans l'immobilier, mais je veux un petit truc un peu mignon, dans tel quartier, dans telle rue, etc. Je dis, mais tu vas y habiter? Non, mais c'est juste pour mon plaisir de me dire que c'est mignon. Mais tu sais, ton mignon là, celui qui te vend l'appartement, il va rajouter 30% du prix parce qu'il sait que tu es attaché à ce mignon là. C'est ça. Donc Exactement. ta rentabilité va baisser. Donc toi, par rapport à ça, parce que je sais que tu te poses beaucoup de questions là-dessus, sur un marché comme la Côte d'Ivoire, comme Abidjan, un locataire, il regarde quoi? Qu'est-ce qui compte pour lui pour se dire, je suis à peu près bien logé? Oh, je crois que ça dépend de chacun. Après, chacun a ses propres critères forcément liés à ses revenus. Tu sais très bien que si tu veux mettre 500 000 francs dans un loyer, ça te limite tes zones. Hein. Si tu veux mettre 1,2 million dans un loyer ou tu veux mettre 3 millions dans un loyer, bah, les zones ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Je ne mettrai pas 3 millions dans un loyer à Bingerville. Tu vois, encore moins à Faya ou pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si moi j'ai la possibilité de payer un loyer à 3 millions, je vois des gens qui vont se choquer, mais s'ils savaient qu'il y a tellement de gens qui payent des loyers à ce prix-là, qui ne sont pas forcément tous expats, parce que c'est une autre culture en fait, ils vont aller par exemple dans des quartiers type Riviera 3, Mbadon, Danga, Cocody Danga, ainsi de suite. Bien sûr. Donc ce que je crois en fait, c'est qu'en réalité, c'est ton budget initial qui va déterminer ton quartier et qui détermine après dans quel type de logement tu veux être. Beaucoup de personnes souvent se projettent en se disant j'aimerais bien habiter, tu vois, seul, prendre mon appart. Là, on parle de locataire. Quand ils regardent en fait les visites, quand ils font la tournée des agences ou des démarcheurs, et que tu vois le type de bien qu'on te propose, toi-même tu sais si tu dois augmenter ou tu dois diminuer ou bien revoir tes projets à la baisse. Ça veut dire qu'en fonction de ton budget, tu vas te dire je suis prêt à aller habiter loin. Et maintenant dans le loin là, tu vas regarder, ok, est-ce que ici l'immeuble est construit, les appartements sont construits comme des boîtes d'allumettes ou des boîtes de sardines? Est-ce que par exemple tu as plus d'air qui circule? Est-ce que tu vois? Donc je crois qu'en réalité, je peux pas te répondre en te disant c'est carré, tu vois, voilà comment ça fonctionne. Je crois qu'en réalité, tes capacités ou les possibilités que tu as dépendent vraiment des revenus de tes revenus et de ce que tu es prêt à mettre dans un loyer. Tu vois. Et ce que dit Laetitia est vraiment très important et j'aimerais qu'on rentre dans un petit détail pour exprimer à quel point. Souvent, les gens me disent, moi j'ai peur des bulles spéculatives. Et j'ai peur d'une inflation sur le marché qui fait que il y aura beaucoup de vides d'appartements, que le marché de l'immobilier va exploser. Et moi, je recommanderais toujours de regarder un film qui s'appelle Banker,
Ok. C'est 2 Noirs américains qui ont voulu fonder leur banque et malheureusement qui ont eu des problèmes parce qu'à l'époque aux États-Unis, il y avait du racisme, etc. Mais dans leur processus de vouloir fonder une banque, d'abord, ils ont fait fortune dans l'immobilier Ok. et ils se posaient énormément de questions sur comment faire fortune dans l'immobilier et je trouve que ça aide. Et ce que Laetitia dit par rapport au pouvoir d'achat d'une personne, ça peut vous permettre de ne pas tomber dans le piège de la spéculation. Parce qu'il y a souvent une différence entre la manière dont les prix de vente et d'achat augmentent de manière radicale Ah, surtout ici. et voilà. Et la manière dont les loyers, eux, n'augmentent pas aussi vite. Donc, quand quelqu'un vous dit « Je vais te vendre une maison ou un appartement très très loin, t'inquiète pas, c'est une bonne affaire, tu pourras la louer et gagner beaucoup d'argent. » Lui, il peut te vendre ça au prix qu'il veut. Mais le marché, c'est-à-dire les locataires potentiels, eux, ils ont une bourse, ils ont un budget. Ils travaillent dans une zone précise, ils ont des trajets précis. Donc, avant d'acheter sa maison ou son appartement, va faire ton étude de marché auprès des travailleurs de cette zone. Bien sûr. Combien ils payent en moyenne? Parce que quand tu vas te rendre compte qu'il veut te vendre un appartement qui, pour qu'il soit rentable, il faudrait un loyer de 500 000 par mois, mais qu'en fait, là-bas, tout La le monde zone. paye 150 000, C'est clair. ça veut dire que son prix est très élevé et que lui fait de la spéculation. Il a le droit de le faire. Hein. Bien C'est un sûr. marché spéculatif. Et lui, il prédit un avenir très rentable. Et peut-être que toi, tu achètes ce bien-là trop tôt par rapport à tes possibilités et qu'il faut savoir y renoncer parce que tu n'auras pas le loyer en face. C'est clair. Donc, toujours s'amuser à jouer entre le coût d'acquisition et les loyers, parce que les loyers ne mentent pas, parce que ça, c'est le pouvoir d'achat de la ménagère, c'est le pouvoir d'achat d'un foyer, ça ne ment pas. C'est clair. Il faut toujours écouter le marché. Il faut écouter le marché. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, est-ce que, vu qu'on est dans l'immobilier, tu peux nous parler, toi, un peu plus, peut-être d'une opération que tu aurais faite qui t'a marqué, qui te vient à l'esprit, qui pourra un peu nous aiguiller sur ton voyage immobilier? Non, marqué, je dirais pas marqué parce que en fait moi, comme moi je suis, comme tu as dit, tu as atteint déjà, tu sais, un niveau de pensée qui fait que je fais beaucoup de cash in cash out, comme je l'appelle. Ok. C'est par exemple, je rentre souvent dans des promotions immobilières, j'achète des biens et je les retape comme si j'allais y vivre. Avec les goûts de luxe que je peux avoir vu, parce que j'ai toujours dit que j'assume que j'aime le luxe. Et mais parce que j'ai compris simplement que les finitions que tu apportes à un appartement rajoutent un montant sur le loyer. Après, encore une fois, il est arrivé que je retape une maison en me disant niveau luxe, mais je sais qu'elle est dans un quartier qui n'a peut-être pas encore pris de la valeur. Donc en réalité, mon cash in cash out, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de mettre de demander un loyer. J'ai jamais eu l'intention de louer cet appart ou cette maison. Mais tu as réussi à la revendre? Toujours. Ok. Parce qu'il y a des gens aussi qui se projettent long terme. Parce que les projets pour toi ne sont pas les projets des autres. Est-ce que, Tu vois? par exemple, tu achètes un produit théoriquement à 20 millions ou 30 millions, un appartement, une chambre, salon, avec les finitions du promoteur, donc strict minimum. Et toi, généralement, sur un appartement que tu as acheté à 30 millions en théorie, en retapant, combien tu mettrais à peu près pour retaper maximum, pour revendre à combien maximum? Alors, je ne fonctionne pas comme ça en me disant, me limitant. C'est vrai que j'ai une barrière psychologique, mais ça dépend du bien. Si je prends par exemple une dernière opération que j'ai faite, mais j'ai acheté la maison il y a longtemps, hein, donc encore une fois, tu vois, quelqu'un va chercher à se comparer Oui. aujourd'hui en disant, mais je veux faire comme. Mais sauf que moi, quand j'achetais en 2010, bah, ça valait, tu sais, 23 500 000. Tu comprends, aujourd'hui... Et à l'époque, c'était un pari. C'est ça. Aujourd'hui, le même bien, chez le promoteur, vaut à peu près 58. Vide, c'est-à-dire il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de... T'as des carreaux que dans les points d'eau. On se comprend. Donc, par exemple, je sais qu'avec un des promoteurs, si je parle d'une des opérations, ce que j'ai fait, c'est que... Mais tu vois, c'est des petites choses. Dans le plan, je donne un exemple, dans le plan, je prends toujours les angles. Oui. Dans le plan, c'est comme si, donc tu te mets en face de la maison, le garage était situé à droite. Ok. D'accord? Sauf que c'est là où tu as le jardin. Quand tu te projettes en y vivant, qui sort de son garage pour aller dans le jardin avec tes amis? Tu sors de ton salon sur ta terrasse et puis tu profites de ton jardin. Donc, ils avaient commencé à vouloir monter. Je leur ai dit, on refait les fondations en miroir. D'accord? Donc, j'ai fait casser. Je me suis entendue avec le promoteur en disant, vous deviez construire tant. Voilà les modifications que je veux apporter. Voilà ce que ça va coûter, mais vous me livrez aux grosses œuvres.
Tu vois? Et puis après, moi, j'ai fait des modifications qu'il fallait faire. Et tu as réussi à déduire Bien le sûr. second œuvre qu'il t'aurait facturé pour le faire toi-même. Soi-disant, pour le faire moi-même. Voilà, tu c'est vois. ça. Et donc, du coup, je fais des maisons. Moi, les maisons, quand je les fais, elles sont full équipées. C'est-à-dire que tu rentres dans la maison. C'est là, par exemple, j'ai même mis le réfrigérateur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans la cuisine moderne, comme on avait mis un îlot central, on avait oublié de faire, tu sais, les métrailles au sol avec les scotch pour vérifier et circuler. Donc, quand on a fait, j'ai trouvé que l'îlot central était trop grand. Je me suis projetée en me disant, si je viens vivre dans la maison, le frigo sera un élément bloquant, sur mon passage. Bien sûr. Donc, du coup, je l'ai intégré en même temps. Mais le fait de l'avoir intégré, d'avoir mis dedans le four micro-ondes, le four normal, traditionnel, d'avoir mis les plaques au gaz, tout ce que tu veux, mais ça rajoute en fait de la valeur à la maison. Bien sûr. Et naturellement, on parle de spéculation, mais tout de suite, tu as un bien comme ça, tu peux rajouter 10 millions en fait, alors que ça t'a pas coûté plus de 10 millions, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est des choses souvent comme ça que je fais. Je vais prendre un appartement, je vais regarder, j'arrive facilement à me projeter parce que je suis passionnée d'immobilier et je t'ai dit, je suis dedans. Donc, je vais regarder, je vais réussir à me projeter en me disant, bon, ici on est dans telle zone, je pense que, est-ce que c'est pour louer d'abord ou est-ce que c'est pour revendre? Première question. Si c'est pour louer, quel est le minimum que je peux faire pour le rendre agréable par rapport au prix de la zone? Donc, je regarde les tarifs de la zone ou les tarifs dans l'immeuble. En moyenne, les gens louent l'appartement à combien? OK. Est-ce que si je le loue 50 000 ou 100 000 de plus, ça passe? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un serait prêt à mettre 100 000 francs de plus? Ça va être les finitions. Donc, là où quelqu'un ira acheter des carreaux, parce qu'aujourd'hui, les carreaux à 3 000, t'en trouves plus. Hein, c'est ceux qui comment on dit, tu sais, qui déteignent presque. Tu laves une fois, deux fois, la couleur s'enlève. Mais tu vas te dire, bon, OK, je vais peut-être prendre un carreau qui est légèrement supérieur. Peut-être pas un carreau à 6 000. Je suis prête à mettre un carreau à 10 000 ou à 12 000, peu importe. Je donne juste des grandes masses comme ça. Mais je me demande, Laetitia, tout de suite, on te dit, tu n'as pas le choix, tu dois vivre là. Est-ce que tu acceptes de vivre ici? Je me dis, ah non, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc, je vais ouvrir, par exemple, des fenêtres. Je vais rajouter des baies vitrées. Bien sûr. Tu vois, c'est des petites finitions que au départ, ça te coûte dans ton budget de te dire, oui, mais pourquoi tu es en train de te fatiguer? Mets des petits carreaux de base et puis va louer. Mais sauf que en faisant cet effort financier, peut-être qu'il a coûté aujourd'hui 3 millions, mais je le loue 100 000 francs de plus. 3 millions, tu les rentabilises tout de suite, tu sais, en 2 ans et demi. Et dis-moi, après, quand tu faisais ces opérations, c'était pour revendre la maison ou la louer derrière? Ça dépend. Il y en a où c'est cash-in, cash-out, c'est toujours pour vendre. Pour vendre. Parce qu'il y a des zones, si tu veux, où aujourd'hui on sait, j'ai encore des choses où, par exemple, on sait, ils ont fait des nouvelles routes. Donc on sait que c'est en train de prendre la valeur. Mais j'ai pas envie de louer. Et dis-moi, du coup, quand tu vendais à une personne, cette personne, elle venait pour louer à d'autres personnes, donc investissement locatif, ou pour habiter? On va organiser le séminaire immobilier d'Afrique, SIA, au Pullman Dakar Teranga. Quels sont les objectifs selon toi? Premièrement, je pense qu'il faut parler d'éducation financière. Parce que sans ça, on peut acheter, mais on risque d'avoir de gros problèmes. Leur donner tous les outils qui permettront de pouvoir atteindre leur plein potentiel pour l'investissement immobilier et sans oublier le mindset. On pourra compléter avec la manière de se poser les bonnes questions et surtout d'identifier et de comprendre les bons interlocuteurs. Exact. Et on a parlé aussi d'organiser des panels, parce que ça permet d'inviter des experts. Et je pense que dans les panels, le droit des contrats de vente en état futur d'achèvement en VFA et des contrats de location, c'est important. Oui. Et je rajouterais aussi comment gérer la relation avec les banques. Et je pense qu'on peut rajouter aussi les agents immobiliers. On a besoin d'avoir des agents immobiliers pour pouvoir trouver le bien. Parler de location courte durée ou longue durée. Vraiment leur donner les stratégies pour investir. Ce séminaire, je pense qu'il apportera de la valeur aux gens, j'espère en tout cas. Non, je suis d'accord. Moi, j'aurais aimé avoir ce type d'événement quand j'ai commencé dans l'immobilier. J'écoutais à l'époque que le plus grand investissement qu'on pourra faire, c'est celui qu'on fera sur ses propres connaissances et son mindset. C'est vrai, d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est ça. Je t'avoue que je pose pas la question. Ok. J'ai rarement posé la question. Je sais que j'ai juste eu 2 personnes seulement qui une fois achetaient pour louer. Ok. Tu vois. Mais après, comme c'était très bien situé, dans tous les cas, les loyers pouvaient s'envoler. J'ai compris. Tu vois, donc dans tous les cas, les finitions permettaient d'acheter un peu plus cher parce qu'ils savaient qu'ils allaient louer plus cher. Et ce qui est très important dans ce que dit Laetitia dans son exemple, c'est le voyage permanent pour la satisfaction du client et de l'utilisateur final. C'est pas une question de j'aime pas, c'est pas une question de c'est beau, c'est pas beau. C'est que si là où tu veux louer, les gens ont des habitudes
ont des us et coutumes, ont des réalités. Toi, tu fais un produit pour que ce soit adapté à eux. C'est Et clair. en fait, l'immobilier, c'est de ne jamais cesser de se demander qu'est-ce que l'utilisateur final valorisera et ce qu'il sera prêt à payer pour cette valeur ajoutée. Exactement. En comparant, parce que tu te dis, comme tu as dit, aujourd'hui les loyers sont à combien, même si tu te dis, ok, il y a de la spéculation. Oui, Laetitia, si c'était toi-même à la place de la personne, combien tu serais prêt à mettre? exactement. Et à ce Et- moment-là, tu fais les modifications. Et tu sais, j'en parlerai davantage dans une émission. Là, tu viens de faire quelque chose qui s'inspire de la manière dont je calcule. Ouais. Quand j'ai un appartement, pour le louer en vide ou pour le louer en meublé. C'est ça aussi. Voilà, parce que parfois, tu peux investir dans un appartement, une chambre-salon, F2, ou 2 chambres-salon, ou sinon tu vas construire une maison, et tu te dis, une fois que c'est construit, une fois que c'est livré, est-ce que je loue vide ou est-ce que je loue C'est ça. meublé? Et ben moi, comment je m'y prends? Je fais vraiment un cas d'école, et je me dis, les meubles, c'est comme un investissement d'un appartement en plus. Donc C'est si ça. jamais 100 meubles, j'arrivais à louer à 500 000, donc je me dis sans effort, sans rien, je loue à 500, très bien. Maintenant, je fais estimer combien ça coûterait de tout meubler. C'est Donc ça. si tout meublé, ça coûterait, admettons, 4 millions de francs CFA. Donc moi, je me dis, OK, c'est 4 millions de francs CFA, en rajoutant cette valeur ajoutée, combien de loyers en plus je pourrais aller chercher? C'est ça. Si raisonnablement, parce qu'il faut être raisonnable, C'est ça. je peux aller chercher 200 000 de plus, ça veut dire que je peux aller chercher à l'année 2,4 millions en plus. C'est ça. Donc il me faudra un peu moins de 2 ans Pour pour rentabiliser. amortir mes meubles. Et la durée de vie de mes meubles, je peux lui donner peut-être 5 ans, C'est 6 ça. ans, C'est ça. avec des petits changements. Donc ça veut dire que j'aurai 2 ans pour amortir et 4 ans pour prendre de la plus-value. Donc là, c'est Exactement. intéressant. C'est clair. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas ce calcul et qui meublent pour meubler. C'est-à-dire Aussi. qu'ils ont des appartements de 2 chambres, 3 chambres, salon, qui sont déjà loués à un très bon loyer vide. Et eux, parce qu'ils aiment la déco, ils s'amusent à acheter beaucoup de meubles. C'est Et clair. ensuite, on leur dit, mais le locataire, il va payer combien en plus l'appartement meublé si il accepte de venir dans un appartement clair. meublé? Parce que certaines viennent avec des camions de déménagement pour mettre leurs propres meubles. Oui. Donc, ils vont rendre ton appartement, mais moi, ça me sert à rien parce que j'avais mes meubles. C'est clair. Donc, généralement, les très grandes surfaces, beaucoup de chambres, on ne meuble pas. Ça Et les sert à petites rien. surfaces, on fait le calcul C'est pour clair. déterminer si ça vaut le coup. Et dans le modèle de la sous-location, on applique à peu près les mêmes mécanismes. Ouais. Et du coup, tu m'as dit aussi que toi, tu faisais de la construction ou rénovation pour C'est des ça. tiers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton activité et qu'est-ce qui marche le plus en ce moment? En ce moment, c'est beaucoup de Renault. Tu as beaucoup de personnes en fait qui ont réussi à commencer à construire, tu vois, leur maison ou leur immeuble, hein, et qui te disent, par rapport au quartier où je suis, j'aimerais bien que là, Laetitia, il faut que mon appart, là, j'arrive à le louer à tel prix parce que ce sont les prix du secteur. Donc moi, je vais intervenir, si tu veux, soit à partie, soit dès le début du projet, en disant, parce que c'est peut-être pas moi qui construis, mais en fait, je vais commencer, moi, déjà à faire tout ce qui est toute la tuyauterie électrique, parce que la façon dont tu vas placer tes interrupteurs va Oui. déterminer beaucoup de choses, on ne pense pas à ça. Bien sûr. La façon dont tu places, par exemple, tes sorties d'eau détermine aussi ou donne de la valeur, tu vois, à ton bien. Et sans te couper, par exemple, quand je vois encore des interrupteurs qui sont situés en bas, alors que maintenant tu peux vraiment les mettre derrière les télés, C'est ça. invisibles, et tu mets ta télé au mur et Juste c'est avec propre le gros nickel, tube. ben c'est Un parfait gros quoi. tube PVC que Mm. ça demande pas grand chose, Bien tu sûr. vois, mais tu vois, c'est ce regard-là que l'on va apporter. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des projets de rénovation, Oui. construction, mais sur des duplex actuellement. Donc, Mais mais l'apport que c'est duplex, passionnant. quand vous dites ça en Côte d'Ivoire, c'est des maisons R+1. R+1, c'est ça. Très C'est bien. des R+1. Oui. Donc là, j'ai quelques projets là en fait sur lesquels, il y a immeubles, mais on a des projets en fait, si tu veux, des duplex pour des clients où là ils ont acheté par exemple brut. Oui. C'était au gros œuvre, pas fini. Ok. Et puis on est venu faire des modifications, extension de salon, extension de chambre, Très rajouter bien. des balcons, ce genre de choses. Et puis après, je fais tout jusqu'au bout. En général, les gens te font confiance et c'est le contrat qu'on a. C'est que je leur dis, par rapport à ton budget, donc voici à peu près le tarif, tu vois, lot par lot, voici le tarif total. Hein. Mais si tu es prêt à mettre ce budget-là, il faut que tu me fasses confiance. Donc je vais te donner ta maison comme si j'allais y habiter, mais en tenant compte de tes goûts. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas moi le propriétaire. Bien sûr. tu vois. Et du coup, d'une certaine manière, beaucoup de personnes, quand ils achètent des maisons, finalement, en fait, ils achètent la parcelle.
Certains, oui. Plus Dans le certains gros œuvre. quartiers, ouais. Dans certains quartiers, il y en a plein même qui achètent finalement, comme tu dis, le terrain et qui détruisent tout pour recommencer. Bien sûr. Parce que souvent, ça te revient moins cher de partir from scratch. Absolument. Tu vois. Que d'essayer de faire des études de béton armé pour savoir où est la structure, où est la C'est charge, ça. la descente de charge, C'est ensuite ça. de t'adapter à ça. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'il y a une chose aussi que je constate beaucoup, mais ça, c'est parce que les gens commencent à suivre les conseils. Tu as beaucoup de personnes, tu sais, qui se projettent en se disant, OK, moi, j'ai envie d'acheter, c'est mon premier bien. OK, fine. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, peu importe. Pourquoi tu vas habiter dedans? Tu as réussi à avoir un terrain dans une excellente zone. Peut-être que, comme tu as réussi à avoir 400 mètres carrés, tu gagneras à faire un R+1 avec des appartes, dont certains que tu vas vendre, dont certains que tu vas louer, et un dans lequel tu vas habiter. Souvent, tes frais de construction ne sont pas plus élevés. Bien sûr. Tu vois? Et Donc, et c'est beaucoup de conseils comme ça aussi qu'on a sur les gens qu'on accompagne, où moi, je vois des personnes qui ont acheté juste souvent des petits 300 mètres carrés. Mais sur les 300 mètres carrés, on a réussi à faire 2 maisons jumelées. Donc, une qu'ils ont réussi à vendre, l'autre est en location, et du coup, ils ont réalisé une plus-value qui leur a permis d'aller encore acquérir, en fait, d'autres biens. Et c'est comme ça que tu commences à faire, tu sais, beaucoup d'acquisitions Bien immobilières. sûr. Parce que tu t'es privé à un moment donné en te disant, ma maison de rêve, c'est pas pour maintenant. absolument. J'attends. Pour le moment, je fais de l'investissement immobilier. Oui. Ce n'est pas un investissement immobilier de j'achète pour habiter dedans parce que je ne veux pas payer un loyer. Oui. Tu sais, beaucoup de gens nous font oui, mais tu donnes par exemple, tu es en train de Tu donner donnes ton 500 loyer, 000 oui, c'est à ça. un propriétaire. Mon frère, si on calcule bien, là, tu n'as pas la totalité. Ma sœur, tu n'as pas la totalité de l'argent pour dire que tu vas là acheter ton bien. Et excuse-moi, même quand tu loues un bien à 300 000 ou à 500 000, tu en as l'usufruit. Excuse-moi, tu n'es peut-être pas propriétaire ou tu n'as pas l'ACD, mais c'est toi qui en as la jouissance pleine et entière du bien. Donc, le propriétaire ne peut pas venir rentrer chez toi pour dire que non, comme c'est chez moi, je prends la clé, j'ouvre. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être que ton premier achat devrait être, comme tu disais, de l'investissement immobilier. Et là où c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que ton premier achat immobilier, surtout si tu le fais tôt, il est peut-être disproportionné en termes de style de vie de ce que toi tu es prêt C'est ça. à vivre versus ce qu'un commun des mortels est prêt à payer. Bah oui. Et ça se trouve qu'un tiers est prêt à payer un loyer très cher pour un appartement ou une maison dans laquelle toi tu habiterais, et toi tu seras prêt à habiter dans quelque chose qui te conviendrait, et dont le loyer serait moins cher, et le gap, c'est ta rentabilité. Exactement. Très et bien. ça, de plus en plus, en tout cas, c'est ce que souvent je recommande en disant, c'est bien de courir, mais dans l'immobilier, comme tu as dit, c'est une course de fond, C'est le long c'est une terme. course long terme. Posez-vous les bonnes questions. Si tu as eu la chance d'avoir un terrain, demande-toi, quand je veux construire ma maison là, c'est pour faire plaisir à qui? C'est vrai. Et là, c'est le besoin de reconnaissance de son premier ou ses premiers investissements sont pas faits pour être jolis, sont pas faits pour être applaudis, c'est fait pour être rentable, pour être bien choisi Voilà. et avec un beau potentiel. Et après, tu te dis, bon, comme j'ai généré suffisamment d'argent, je suis capable aujourd'hui de me dire, bon, j'ai un autre terrain sur lequel j'aimerais bien y vivre et je construis quelque chose qui me convient un peu plus. Mais déjà, comme tu as quelque chose qui génère du cash, tu assures ta rentabilité, tu assures, en fait, si tu veux, un revenu régulier passif qui te permet de te dire, bon, aujourd'hui, je suis capable d'investir maintenant pour moi-même. Et petite question, on arrive vers la fin. Ouais. Est-ce que tu peux donner 2-3 conseils de rénovation suite aux expériences que tu as eues, des choses que tu as observées qui apportaient vraiment de la valeur aux maisons ou aux appartements? La lumière. Ok. La lumière. Trop de gens construisent, en fait, si tu veux, comme des boîtes de sardines. Ça dépend de la zone, hein. Je parle de mon pays. Quand tu es en zone 4, tu vas avoir de beaux immeubles. Bon, on va pas rentrer dedans, mais quand tu arrives un peu plus vers chez nous, c'est de plus en plus, enfin, dans la zone Abidjan Nord, c'est maintenant que tu commences à avoir aussi, si tu veux, certains types de choix. Mais je trouve que dans la rénovation, il faut penser lumière, il faut penser circulation d'air, parce que les gens n'ont pas envie d'habiter dans des maisons qui sont sombres. Oui. Donc, il faut penser ouverture. Souvent, on se dit, oui, mais ça va me coûter cher. Mais je vous assure qu'il faut aller demander le prix avant de déterminer que c'est cher. C'est vrai. Parce que tu vas te rendre compte que, OK, la fenêtre en bois ou la fenêtre que tu voulais faire, au lieu d'avoir une baie vitrée, une porte pleine, complète, peut-être que ton gap, il est que de 50 000. C'est vrai. Tu vois? Et la valeur pour le client final, le côté C'est coup ça. de cœur, l'effet coup de cœur que tu peux créer. C'est ça. Et surtout, il faut rester le plus neutre possible. Il faut éviter les carreaux roses, les Ça, c'est carreaux vrai. bleus, les C'est carreaux avec incroyable. des rayures, avec des... Enfin, Parfois, j'ai même vu si des c'est moins maisons cher, si c'est avec trop des- moins cher, fais blanc. Des carreaux roses, des carreaux verts, Et puis en marrons. plus, évitez les carreaux, tu sais, même si ce sont vos goûts,
Tant que c'est de l'investissement, comme on disait, ça veut dire que tu veux le louer pour quelqu'un. Il faut que ce soit neutre. Il faut que ce soit le plus neutre possible. Donc, éviter aussi la multiplicité des carreaux, des couleurs de carreaux par pièce. Et parfois, je vois des cuisines avec en haut des placards d'une couleur, en bas d'une autre couleur. Parfois, c'est joli. Et les carreaux, même, tu sais, avec les paniers dessus, les paniers de pain pour dire que c'est la cuisine. Exactement. Je me dis, à un moment donné, bon, Pinterest, c'est gratuit. Donc, on peut Neutre. regarder le plus neutre possible. Et il y a tellement de tendances qui existent depuis longtemps. Dans les points d'eau, c'est uniquement là où il y a le vrai point d'eau qu'on met des carreaux. En face, on peut mettre de la peinture. Tu vois? Donc, c'est ce genre de choses-là que je donne comme conseil quand Bien vous voulez sûr. rénover, en tout cas, un appart ou une maison. Pensez circulation de l'air. Pensez, puis faites-vous accompagner aussi. Par des Par des professionnels. professionnels, il y a des architectes aujourd'hui, des designers d'intérieur, il y a tellement de choses. Vous pouvez au moins, si vous dites, bon, moi, je sais pas trop quoi faire, allez regarder sur Pinterest, et puis après, vous dites à la personne qui vous accompagne ou au professionnel, qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous m'aurez proposé, qui n'est pas forcément très cher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les choses ne coûtent pas si cher. On a souvent la réputation et l'illusion que ça coûte cher, mais on n'a même pas fait le devis. Si t'as pas demandé, comment tu Ouais. fais pour savoir? Il faut être à l'affût des bonnes affaires. En tout cas, dans un prochain épisode, j'aimerais qu'on parle de ton excellente idée, qui est que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais lu un article dans Capital en France qui disait quand tu es de cette génération, ton premier bien, il vaudra mieux l'acheter pour mettre en location C'est ça. que d'acheter pour habiter. Exactement. Parce que dès que tu achètes pour habiter, ta capacité d'emprunt et ta quotité, souvent, elle est tout de suite mise à mal. Alors que Exactement. quand tu achètes pour louer, derrière, ensuite, si tes revenus augmentent, tu as plus de C'est possibilités. ça. Et l'idée que tu as donnée sur le fait de prendre un terrain même de 300 mètres carrés, de le diviser en deux, une partie que je mets en location, une partie que je revends, je pense que c'est une idée très intéressante à explorer. Oui, Ça, c'est un cas que tu as vu réellement. Oui, et des choses qu'on a faites. Parce que tu te dis à un moment donné, bon, souvent tu as des rêves, tu te dis, bon, je vais faire un R+5 ici. Frère, pour lever de la dette sur ce type de montant, Oui. même en VFA, souvent c'est un peu compliqué, ça va être plus long. Tu gagnerais peut-être à faire un R+1. Et de faire faire circuler petit à l'argent petit, et tu passes au et projet suivant. Merci. Ouais. Tu vois? Donc, souvent, il faut se poser les bonnes questions et ne Ouais. pas regarder les yeux des gens. Combien de personnes, moi, j'ai vu, on te dit, oui, mais comment tu peux payer une maison à 1,2 million? Mais excuse-moi, ma copine en question, elle paye 1,2 million parce qu'elle a envie de bien vivre, mais derrière, elle a construit une maison qui vaut 3,5 millions. Donc, elle, aujourd'hui, elle encaisse quand même 2 millions par mois. Et oui. En plus, Bien donc sûr, c'est les très 3,5 millions pertinent. qu'elle loue à une entreprise permettent de payer son loyer et son confort auquel elle n'a pas envie de renoncer. Tu vois, donc en elle, vrai, elle a su mettre en location son ça bijou met son bijou. et elle-même se mettre dans des conditions de privation pour créer ce gap. Et après, Mais à bon, terme, 1,2 elle en million, c'est pas de la profitera. privation. ça Bien te- sûr, mais relative à sa capacité. Oui, bien sûr, tu vois, mais en même temps, c'est parce que tu as un objectif. Tu te dis, j'ai les enfants, ils doivent partir à l'école quand ils seront plus grands. J'essaie de sécuriser le maximum. Bien sûr, Donc, je ne regarde pas les yeux des gens. bien sûr. T'as plein de gens, t'entends souvent des phrases, tu vois, et puis nous les Africains, on est très friands de ça. T'entends souvent des phrases, mais tu passes ton temps à louer, à quel moment tu vas acheter ta maison? C'est des phrases toutes faites. À un moment donné, Ouais. bah, peut-être que j'ai envie de louer parce que j'ai mis mes biens en location et que je te dois rien en fait. Et puis c'est pas grave si je loue, ça fait quoi? Ça fait rien. Mon objectif, peut-être, il est de se dire, moi, j'ai acheté, je suis en train de, j'ai des revenus locatifs, je préfère louer parce que pour Bien le moment, sûr. j'ai un bien que je loue à 500 000 et j'ai plein de biens aujourd'hui que je loue à temps qui me rapportent 1,2 million, qui me rapportent 1,3 million. La différence fait que je paye mon loyer, c'est pas grave. Donc il faut rester encore une fois concentré, Et vision long et terme. vision long terme, et puis s'imposer de la discipline. Dis-moi, quelles sont tes actualités et sur quoi est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui? Comme je t'ai dit, je lance la BD Slimane et Marie. Donc, on doit me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est J'espère que Slimane j'aurai et une copie Marie. dédicacée. Oh, bien sûr. Donc, Slimane et Marie qui sera disponible déjà en précommande. Le lancement officiel, c'est le 3 juin. Je ne sais pas quand passe l'épisode. Mais donc, disponible très bientôt. Le tome 2 est en finition. Il sortira, Inch'Allah, à la rentrée. Mais l'idée, c'est vraiment une série de tomes pour les enfants de 6-7 ans à 77 ans. Waouh. Pour parler d'argent de façon décomplexée. Donc, dans le premier tome, comme je l'ai dit, Slimane et Marie découvrent l'argent. Dans le deuxième tome, ils apprennent à gérer de l'argent de poche. Dans le tome 3, ils découvrent le trésor caché de l'épargne. Tu vois, dans le tome 4, ils sont des petits entrepreneurs. Waouh. Dans le tome 5, ils découvrent la grande tirelire mystérieuse de leurs parents, qui est la banque.
C'est quoi la banque, les cartes bancaires, les chéquiers. Après, ils deviennent des petits investisseurs. Donc, ils apprennent aussi les FCP. Dans un autre tome, ils vont découvrir la bourse. Incroyable. Tu vois, donc on a fait tout un univers comme ça. Et vous avez trouvé des dessinateurs locaux, etc. Oui, pour vous aider mon illustrateur est béninois. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, on travaille à distance et puis tout se passe très bien. Donc, Magnifique. voilà, Et tu utilises aussi la puissance du storytelling. toujours. Parce que on est dans un continent où la tradition de transmission orale est importante. C'est ça. Et cette transmission via le storytelling, je pense qu'il y a un gros potentiel. Donc, Ouais. j'ai hâte de voir en tout cas ce à quoi ça va ressembler. Super, j'espère en tout cas que l'accueil sera bien et voilà. C'est sûr. Quel est ton mot de la fin? Écoute, merci beaucoup. Je trouve que l'immobilier est un secteur dans lequel, depuis que nous sommes petits, nos parents nous ont toujours dit c'est important d'investir dans l'immobilier. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que tu auras l'occasion de le dire. Si tu n'as pas ton apport personnel dès le départ, c'est pas grave, prends un prêt à la conso, mets ton argent, tu sais, garde l'argent pour, dès qu'il y a une opportunité, être capable de réagir. Tu vas trouver des tips qui te permettent, toi aussi, de commencer à investir dans l'immobilier et te dire je peux y arriver parce que ce n'est pas réservé aux autres. Et je sais que par la suite, tu prépareras des épisodes dédiés aussi aux prêts C'est ça, bancaires, exactement, etc. exactement, Donc ça va être top et il faudra regarder. Ce sera un super complément d'Immobilier d'Afrique. exactement. Ben, Voilà. Merci Laetitia, c'était Merci un à plaisir. toi, merci Marc, Merci, à bientôt. à bientôt, bye.